Francis Grossman de se mettre en situation. Donc vous êtes professeur de sciences du langage à Grenoble. Maintenant on dit donc l'université Grenoble-Alpes. Et ça fait plusieurs fois depuis le début de cette conférence qu'on utilise le terme de lexique. Là on va un peu rentrer peut-être de façon plus précise dans ce qu'il recouvre et sur qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, y compris en termes de remédiation pour aider les élèves quand on voit il y a des problèmes de sens accordés à certains mots lors de l'écriture. Bien, merci. Merci de m'avoir invité, Catherine et Michel. Et puis, merci, chers collègues, d'avoir la patience de m'écouter. Donc, je vais vous parler, déjà le titre est un peu terrifiant pour moi, comment intégrer l'enseignement du lexique dans la production écrite. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses, parce qu'il y a intégré, il y a enseignement, il y a lexique et production écrite. Alors moi, modestement, j'avais travaillé sur la didactique du lexique, et je me suis dit, bon, là, mon champ d'investigation prend une ampleur insoupçonnée. Alors, partons du lexique. Partons du lexique parce qu'en fait, c'est assez complexe de savoir ce qu'on nomme à travers ce terme de lexique. Qu'est-ce qu'on conceptualise? C'est vrai que je suis en sciences du langage, linguiste, mais je regarde quand même un peu autour de moi. Et je sais que le lexique, c'est pas la propriété uniquement de la langue, c'est une interface. C'est une interface qui fait interagir des niveaux extrêmement divers. Si divers que quand on parle de didactique du lexique, on peut finalement faire des choses très très différentes. On peut faire de la morphologie lexicale, on peut se dire, je vais leur apprendre des mots nouveaux, on peut travailler sur des textes qui mobilisent un lexique particulier, bref, des choses extrêmement diverses autour de ce même terme de lexique. Donc, déjà, il faut avoir conscience de ça, avoir conscience de cette diversité, de ces connexions. Par exemple, pour la production d'écrit, si on parle, si on prend le mot incendie, on peut associer à incendie des genres de textes, des genres discursifs, par exemple le fait divers ou le roman, autant on emporte le vent, donc il y a un bel incendie, même des manuels de consignes, comment utiliser un extincteur, etc. Bon, donc ça veut dire qu'on a déjà au plan discursif toute une multiplicité de choses qu'on peut faire à travers rien que ce mot incendie. Et puis, bien entendu, il va y avoir la morphologie, incendie, incendié. Bon, là, on est un peu court sur incendie, hein, pas, bon, sauf si on cherche des mots composés. Bref, on va se retrouver, et puis il y a des actions, des schémas cognitifs, comme on dit maintenant, hein, donc mettre le feu, incendier, éteindre, donc des séries d'actions, des prototypes. Ça aussi, ça fait partie des connaissances lexicales, parce que il suffit pas de connaître incendie, incendié, il faut avoir tous ces schémas, il faut avoir en tête ces différents genres discursifs, et il faut avoir aussi les relations lexicales, incendier, éteindre, hein, donc les antonymes, etc. Donc voilà ce qui rend les choses un peu compliquées. Donc j'ai essayé de montrer un peu ce réseau lexical, toute sa diversité, en me mettant quand même du point de vue de la didactique du lexique, c'est-à-dire, il faut bien partir de quelque chose. Donc, il y a le cercle rapproché, je vais dire. Hein, le cercle rapproché, c'est si on prend éteindre, eh bien, on peut éteindre le feu, l'incendie, la télévision, une lampe, etc. Donc, voilà, c'est ce bon A2. Et puis, il y a des gens qui éteignent. Alors, il y a des spécialistes que sont les pompiers, mais moi, je peux éteindre le feu, hein, si je suis en forme. Et puis, je peux utiliser un extincteur ou pas, donc ça sera encore un troisième rôle sémantique ou actant, comme on dit dans notre jargon. Et puis, dans l'arrière-plan, il y a plein d'autres choses, parce que éteindre a pour synonyme, dans certains cas et dans certains cas seulement, fermer, et fermer s'oppose à ouvrir. Donc, vous voyez les connexions, voilà,
partent de ce côté-là. Extincteur, eau, interrupteur, ça enclenche également toute une autre série d'instruments, de termes que l'on va associer. Parmi les agents qui peuvent allumer le feu, il y a les allumettes, les étincelles, etc. Bon, je n'insiste pas, c'est pour vous montrer la complexité de ces réseaux lexicaux. Et alors, on parle de réseau mental, sachant que mental, c'est vrai, ce sont des réseaux mentaux, mais ce sont aussi des réseaux discursifs, sociaux. Il y a tous les étages que l'on peut trouver à travers un seul mot simple de la langue française. Alors, maintenant je prends l'autre terme qui m'inquiétait, la production d'écrit. Production d'écrit, lexique, production d'écrit. Comment on relie les deux? Déjà, il serait quand même stupide de penser qu'on va construire une didactique de la production d'écrit uniquement à partir du lexique. Il va falloir mobiliser d'autres choses. Donc, il faut avoir conscience de à quelle place on met le lexique dans cette démarche didactique. Une première chose importante, me semble-t-il, c'est cette idée qu'on peut enclencher à travers différents leviers. Ça peut être soit celui du genre discursif, qu'est-ce qu'on veut écrire, quel genre de texte on veut écrire. Ça peut être sur un plan plus cognitif ou plus social, d'ailleurs les deux pouvant se relier, des scénarios ou des scripts. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le scénario d'éteindre le feu ou de mettre le feu? Donc voilà, ça me semble être déjà le point de départ, c'est se demander quel est le but communicatif, pour quel genre de texte on va avoir besoin du lexique et comment on va enclencher la dynamique didactique. Si on n'a pas ce point de départ, le lexique, il ne prend pas sens, il ne fait pas sens de travailler sur le lexique. Alors, toute petite parenthèse sur une opposition très classique en didactique du lexique, l'opposition apprentissage incident, apprentissage explicite. La querelle me semble close. Il faut faire les deux. Apprentissage incident, ça veut dire que dans les situations de communication à l'oral comme à l'écrit, on acquiert, on rencontre du lexique, on le mobilise, et ça serait quand même stupide de dire « Attendez, on n'est pas en vocabulaire, comme on dit à l'école, donc on va attendre le bon moment pour en parler. » Non, on en parle quand on en a besoin et à tout moment. Et puis, alors certains en ont conclu que du coup, ce n'était pas la peine de faire des séances consacrées au lexique. Alors ça me semble une autre erreur, parce que un des points importants dont je n'ai pas encore parlé, c'est que cette question du lexique, elle mobilise beaucoup ce qu'on appelle des capacités métalinguistiques, prendre du recul, dont on a également besoin beaucoup quand on écrit un texte. Quand on écrit un texte, on a besoin de sélectionner tel ou tel terme ou telle construction. Et donc, obligatoirement, on va se poser des questions lexicales. Donc, voilà, il me semble que c'est important que cette démarche réflexive, elle passe par des moments bien identifiés, réguliers, avec un certain nombre de termes dont on a besoin. Alors, les fameuses relations lexicales que vous connaissez tous, mais également, même quand je parle de scénario ou de script, pourquoi pas aussi associer, et bien sûr, les questions de genre discursif. Tout ça, c'est la boîte à outils pour le lexique servant à l'écriture. Alors, on sait aussi que, il me semble, je dirais pas forcément la même chose pour, si on m'avait posé la question, lexique et lecture. Mais pour lexique et production d'écrit, il y a une opération qui est fondamentale, c'est la reformulation. Reformulation paraphrastique, ce que vous voulez, vous pouvez utiliser les termes que vous voulez, c'est-à-dire la capacité à dire de plusieurs façons. Alors, je dirais pas la même chose, parce que c'est jamais la même chose si on le dit pas de la même façon. Et c'est justement ça l'intérêt, c'est essayer de trouver par tâtonnement
la bonne façon de dire quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas encore fixé, parce que nos catégories ne sont pas complètement stabilisées, et par approximation, on va essayer de s'approcher de ça. Donc cette idée de reformulation, qui est préconisée d'ailleurs maintenant par les instructions officielles, donc c'est pas un scoop, hein, on sait que c'est quelque chose d'extrêmement important, de ne pas laisser, enfin d'encourager les élèves à travailler ces capacités, ces différentes formes de formulation. Alors, on le sait, on le dit, est-ce qu'on le fait vraiment? Je rejoins un peu une des questions d'un exposé précédent, c'est-à-dire que je suis pas tout à fait sûr que ça soit fait systématiquement ou suffisamment systématiquement. Alors, bien entendu, il y a aussi tout le travail morphologique ou morphophonologique, et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. On a vu des illustrations à l'instant, et les problèmes que se posent. Alors, je dirais un mot, si j'en ai le temps, de cette fameuse question des familles de mots, qui est l'exercice canonique en milieu scolaire. Alors, une proposition, parce que par rapport à l'inflation terminologique, il faut bien partir d'une base. La brique de départ, qui me semble la plus efficace, c'est pas le mot, parce qu'on sait que le mot, c'est quelque chose qui peut avoir des sens extrêmement variés. Hein, ça peut être une forme, ça peut être une acception, ça peut être un mot polysémique. Donc quand on parle de mot, c'est pas pour dire qu'il faut pas utiliser le mot. Si on l'a inventé, c'est justement parce qu'il permet de parler de plein de choses. Donc de temps en temps, c'est intéressant. Mais il faut parfois être clair. Unité lexicale, c'est quoi? Ça nous donne une brique pour construire une didactique du lexique au service de la production d'écrit. Parce que ça regroupe aussi bien ce qu'on pourrait appeler des mots simples, hein, ou des lexèmes, incendie, allumer, éteindre, mais aussi des mots composés, pomme de terre, tout de suite, ou des locutions, des expressions figées, prendre son pied, ça va. Donc, vous voyez, si je vous dis il a mangé des pommes de terre, si on compte les mots, on a 7 mots formes, alors qu'en fait, on n'a que 4 unités lexicales. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce point de départ qui permet aussi de considérer des unités plus vastes que le mot simple. C'est un des défauts parfois dans l'enseignement du lexique, c'est de se cantonner dans des listes de mots, alors que finalement, la vraie brique, celle qui nous intéresse, c'est plus vaste. Combien de temps me reste-t-il? 5 minutes. Alors, donc j'en arrive à ce point qui me semble central, c'est que l'élément de base pour écrire, alors bien sûr l'unité lexicale, mais l'unité lexicale dans des constructions. Un des apports, aussi bien en linguistique qu'en acquisition psycholinguistique, etc., enfin, tous les chercheurs ont convergé vers cette idée qu'il fallait dépasser cette vision traditionnelle, d'un côté le lexique, de l'autre la syntaxe. Aujourd'hui, on sait alors du point de vue de l'acquisition, on sait qu'on ne mémorise pas, ou en tout cas pas seulement et peut-être pas surtout des mots isolés, mais surtout des constructions. Alors, le mot construction, il a, suivant les paradigmes, il peut avoir des définitions assez différentes, mais juste pour vous montrer, alors j'ai filé mon isotopie de l'incendie, hein, donc à 91 ans, c'est un article, je ne l'ai pas inventé, comme quoi ça nous donne à tous de l'espoir, il éteint l'incendie avec des seaux d'eau. Bon, si on regarde un peu comment, et j'aurais pu quasiment tout entourer, presque tout entourer pour vous montrer les constructions. Un incendie, c'est déclaré dans d'ailleurs, hein, il faut qu'on ait toute la construction. Ce jeudi, ça c'est une manière bien particulière qu'on utilise quand on écrit de donner une indication temporelle, et souvent, effectivement, en français, ça se fait plutôt au début de la phrase. En milieu d'après-midi, bon, je n'insiste pas. Voilà une construction girondive. Maîtriser le départ de feu. Alors, vous avez construction et sous-construction, parce que vous avez départ de feu. Qu'est-ce que c'est que le départ de feu? Et puis, maîtriser le départ de feu. Donc, voilà. Éteindre avec, etc., etc.
Donc, c'est ça, en fait, les briques pour, première brique, les unités lexicales, deuxième brique, les constructions. Et ces constructions, ben, elles mettent en œuvre les fameux niveaux dont on a parlé, à la fois des rôles sémantiques, à la fois des constructions syntaxiques, également à l'oral des schémas prosodiques, à l'écrit ben, des positions dans le texte, ce je dis, ben, pourquoi c'est en début de phrase, etc. etc. Donc voilà un petit peu précisé ce qui me semble être devoir faire l'objet du travail. Alors j'avance un peu puisque je n'ai plus que quelques minutes. Alors, oui. Ajout, suppression, remplacement, déplacement, vous connaissez bien ces 4 opérations qui font partie un peu de la vulgate, de l'écriture. Or, ce qui est intéressant, c'est que on peut faire fonctionner ces 4 opérations en lien avec ce que j'ai essayé de raconter sur la reformulation paraphrastique. Donc, ce qui me semble intéressant, c'est vraiment de les mettre en action en regardant les expansions, les substitutions, les déplacements, avec l'intégration du niveau micro dans le niveau macro, c'est-à-dire en fonction du genre discursif. Alors, quelques constats. Dans les copies d'élèves, si on se réfère à des travaux déjà anciens, mais à ma connaissance, j'ai pas trouvé de travaux plus récents qui avaient fait une enquête, mériterait vraiment d'être aujourd'hui à nouveau étudiée. Le remplacement est l'opération la plus courante dans les copies d'écoliers, 45%. Et puis, les erreurs portant sur la forme et la syntaxe sont beaucoup plus souvent relevées par les enseignants que les erreurs sémantiques. Ça aussi, c'est intéressant. Et alors, pourquoi? Première explication, ce qui est formel, ce qu'on peut voir, on passe pas à côté. Et puis, c'est plus facile à corriger et à expliquer aussi. Ça ne veut pas dire que les enseignants ne les voient pas. Ils savent pas très bien quoi faire avec. C'est ça le problème. Hein, d'où l'intérêt d'entraîner les enfants à effectuer les différentes opérations et pas seulement le remplacement. Et puis, de sensibiliser les élèves, mais peut-être aussi les enseignants, aux différents types d'erreurs lexicales à partir de grilles d'analyse. Alors, j'en ai pris une qui vient d'un collègue québécois qui avait travaillé dans sa thèse sur ces types d'erreurs. Alors, c'est pas des choses bouleversantes, sauf que, à mon avis, c'est utile. Donc, bon, par exemple, il a remarqué que peut-être remonter, l'élève a écrit « Cette méthode est plus compétente pour trouver un emploi rapidement ». Bah, là, il y a une erreur sémantique qu'on catégorise traditionnellement sous le mot « impropriété », sauf que l'élève ne comprend pas ce que ça veut dire « impropriété », donc il faut lui expliquer. Et pour lui expliquer, il faut faire des exercices et puis il faut qu'il le sensibilise à la question. Une vieille dame avait été témoin du meurtre. Donc, il y a une erreur lexicale morphologique cette fois. Hein, donc, voilà, la morphologie, elle existe aussi. Et voilà. La police avait mis une loi qui interdisait les paysans. Bon, bah ça, c'est une erreur de construction syntaxique. Voilà. J'ignorais quel emploi je voulais faire. Pas vraiment une erreur, à mon avis. Il a été un peu sévère. Mais intéressant quand même. Peut-être qu'on peut signaler qu'il y a d'autres manières de dire la même chose. Pour moi, là, il s'agit moins d'une erreur que peut-être une question de registre. Malgré les mises en garde, il est allé pareil. Alors, il semble que dans cette expression-là, en français québécois, ça veut dire quand même. Il est allé quand même. Donc voilà, c'est aussi intéressant de faire opérer ce type de choses. Donc vous voyez, erreur ou pas erreur d'ailleurs, mais avoir conscience de, voilà, par rapport à la norme scolaire en tout cas. 1 minute. Voilà, alors j'ai une liste d'activités, en 1 minute je ne vais pas pouvoir les commenter. Donc je vais commenter la dernière, parce que j'avais travaillé là-dessus avec des collègues du Lidilem. On s'était rendu compte en essayant de travailler sur des productions d'écrits des enfants, c'était des collégiens de 6e, 5e, d'une classe de la Villeneuve, donc un quartier plutôt défavorisé, on va dire, dans la banlieue grenobloise.
qu'est-ce qu'on avait noté? Les élèves, c'était pas mal ce qu'ils faisaient. Ils arrivaient à utiliser les émotions, mais ils juxtaposaient. Ils mettaient des choses comme il est affolé, il se met à courir. Donc là, c'est vraiment un problème d'intégration. Vous voyez que c'est pas le mot qui manque. Il l'avait affolé. Alors on avait travaillé avant sur les mots des émotions. Mais ce qui était compliqué pour lui, c'était d'écrire affolé, il se met à courir, plutôt que ces phrases juxtaposées. Donc c'est ce type de travail qui me semble intéressant pour connecter plus directement ce type de travail et puis tout le reste que j'ai pas eu le temps de commenter pour essayer de connecter didactique du lexique et production d'écrit. Je vous remercie. Oui ou non? Non, parce que toutes les questions que nous avions posées, y compris la dernière qui nous intéressait particulièrement sur le lexique des émotions, tu viens d'y répondre en partie, mais si tu peux redévelopper un petit peu sur cette question, la manière dont le lexique des émotions peut être intégré dans l'écriture de l'écrit. Oui, alors ça nous a occupé plusieurs années cette question-là, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, on sait, c'était pas un scoop, on s'en doutait, que finalement, c'est pas la catégorisation des émotions qui, en elle-même, permet d'écrire des textes qui soient intéressants du point de vue de l'expression et qui mettent en scène la psychologie des personnages, puisque c'est généralement là qu'on en a besoin. Donc, pour décrire le comportement, pour décrire les émotions d'un personnage, il n'y a pas besoin toujours de vocabulaire psychologique au sens strict, de termes d'émotion. Il faut trouver souvent les manifestations de l'émotion. Comment ça se traduit en action? Est-ce qu'on tremble? Est-ce qu'on fait ceci? Est-ce qu'on fait cela? Est-ce qu'on court? Donc, c'est ce décentrement. En même temps, la catégorisation des émotions, elle est quand même intéressante. Elle est intéressante parce que ça permet de parler de, justement, qu'est-ce que dans la boîte crainte ou peur, qu'est-ce qu'on va pouvoir dérouler comme type de manifestation. Donc c'est ce double travail, à la fois un travail de catégorisation qui a été très bien fait par les collègues de Toulouse, là, Karine Duvigneau et d'autres, qui ont beaucoup travaillé sur ces formes de catégorisation. Et puis comment ça se traduit après dans les écrits eux-mêmes. Et c'est là qu'il y a une sorte de problème didactique. Il suffit pas qu'ils aient beaucoup de mots d'émotion. Ça sert à rien même. Ou ça peut même être contre-productif. Donc il faut pouvoir faire l'aller et puis montrer ce qui est vraiment utile pour la production. Alors, question un peu peut-être dans cette continuité. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage du dictionnaire? Est-ce que ça mérite encore d'y consacrer des séances méthodologiques? Oui, moi je vais dire oui. Oui. Alors, sauf que bien sûr, ça résout pas tous les problèmes. C'est-à-dire que le dictionnaire, quand on écrit, ça résout des problèmes ponctuels et il faut apprendre à savoir les utiliser efficacement. Alors, dans les nouveaux outils, si j'avais eu le temps, je vous en aurais parlé un petit peu. Il y a... Non, là, vous êtes en train de partir sur je suis en train de partir sur la grammaire. Je voulais vous parler de différentes ressources. Notamment, il y a des outils qui sont des dictionnaires de synonymes, les dictionnaires de construction. Alors, pour le niveau lycée, le Robert Brio ou des choses comme ça sont extrêmement intéressantes. Ça nous donne des outils pour l'écriture. Les dictionnaires de synonymes, etc. Et puis, certains logiciels. Moi, j'utilise beaucoup avec mes étudiants. Alors, faut voir, j'ai pas testé sur le niveau lycée, mais Antidote et le Robert Correcteur, qui permettent des visualisations assez intéressantes de, par exemple, éteindre, quelles sont les constructions les plus courantes en français avec ce verbe. Bon, moi j'ai des questions que je ne comprends pas, mais vous décoderez. Et les répertoires thématiques ou phonétiques type Cléo, et connaissez-vous le DICLE ou DICLE, je ne sais pas ce que c'est. DICLE. Oui. Bon, oui, les dictionnaires, tous ces dictionnaires peuvent être utiles. Après, on peut pas tout utiliser dans une classe. Il y a une question un peu de choix. Moi, je vous ai mis quelques outils qui me semblent efficaces, mais il y en a bien d'autres. C'est vrai que les dictionnaires qu'on va appeler analogiques ou par mots-clés peuvent être intéressants pour la production d'écrits.
Dernière question, est-ce que selon vous, c'est intéressant de construire un document d'aide à la production d'écrits avec les élèves qui aurait une partie champ lexical et dans lequel on mettrait tous les mots que connaissent les élèves? Je sais pas ce que ça recouvre exactement cette expression. Ceci en préalable à un travail de production de texte. Je pense qu'il faut peut-être comprendre tous les mots, plutôt les mots pertinents a priori pour ce genre de... Alors, si c'est les mots pertinents, d'accord. Si c'est tous les mots, non. Parce que là, on noie l'enfant ou l'élève sous une quantité dont il n'a rien à faire. Par contre, qu'il y ait une forme de pré-travail, on l'avait fait par exemple sur les émotions, explorer un champ sémantique ou lexical à partir, pour donner des armes, puisqu'on sait, ça aussi, on le sait, les travaux de psychologie cognitive nous ont montré que l'accès lexical est facilité par le fait qu'on ait déjà rencontré, on ait fait ce travail un peu de ce pré-travail en amont de l'écriture. Oui, c'est utile, mais il faut que ça soit bien ciblé. Très bien. Je vous remercie. Pendant que Patrice